Radio Campus Montpellier 102.2 FM, tout de suite c'est Mediazap, l'émission consacrée à l'actualité politique. Bienvenue sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM pour le rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité et à la campagne présidentielle. On se retrouve comme tous les mardis de 11h à midi dans Mediazap en compagnie de Samy. Bonjour Samy. Salut. Et en compagnie de Cassandra qui s'est enfin rétablie. Salut. Au sommaire de Mediazap cette semaine, une revue de presse. Je rappelle que toutes les unes commentées dans cette rubrique sont disponibles sur la page Facebook de l'émission. On commencera en revanche par la fin de l'émission avec « Ils ont fait l'actualité cette semaine » qui vous présentera toutes les personnes qui ont fait l'actualité à leur manière culturelle, artistique ou politique et les phrases de la semaine qui sont ressorties dans l'actualité et qui l'ont marqué. On commence donc tout de suite avec les rubriques de Samy. Donc au niveau de la personne de la semaine... Radio Campus Montpellier. Alors au niveau de la personne de la semaine, mon regard se portera sur un autre genre de cinéma. On parlera après de Dujardin, mais la grande scène de la politique internationale a vu le feuilleton Abdoulaye Wade continuer et n'a pas manqué de faire parler de lui. Dimanche dernier, le président de la République sénégalaise, Abdoulaye Wade, candidat à sa propre succession pour un 3e mandat d'affilée, a été copieusement hué par les électeurs de l'école Fadilou Mbacké dans son quartier où il était venu accomplir son devoir civique. C'est sans dire que le président sortant a été l'objet d'une contestation importante au Sénégal, due au fait qu'il s'apprête à briguer un 3e mandat, fait non autorisé par la constitution sénégalaise, du moins jusqu'en décembre dernier, où le Conseil constitutionnel a validé sa candidature, mais refusant celle de Youssou N'Dour. La colère ne s'est pas fait attendre, allant jusqu'à faire au moins 6 morts. À l'heure actuelle, le Sénégal s'achemine vers un second tour de la présidentielle, au surlendemain d'un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et a mobilisé les électeurs autour de 60%, selon un chiffre encore provisoire de la Commission électorale nationale autonome. Selon les premières estimations, il semblerait que Wade soit qualifié. Dans une interview publiée dans le journal du dimanche, Abdoulaye Wade s'était dit persuadé de remporter l'élection présidentielle dès le premier tour, et on pense que ce n'est pas chose faite. On rappelle que ce président a 85 ans, donc s'il continue à se présenter, on passe tout de suite avec Cassandra au cinéma et cette bonne nouvelle pour le cinéma français. Et bien sûr, la personnalité de la semaine, c'est Jean Dujardin, qui est devenu le premier Français sacré meilleur acteur. C'est la consécration pour l'interprète de Loulou, qui pensait devenir serrurier, mais aussi pour le film de Michel Hazanavicius, The Artist, qui remporte 5 Oscars, dont les prestigieuses récompenses de meilleur film et de meilleur réalisateur. Dujardin a toutefois cédé vendredi soir le César du meilleur acteur à Omar Sy, qui a créé une très agréable surprise. Ces deux sacres différents témoignent de l'excellence et de la richesse du cinéma français, qui semble prendre un nouveau souffle et de belles couleurs. Merci Cassandra. C'est une très bonne nouvelle. Dommage juste pour Bérénice Bejo qui a été battue par l'actrice de La couleur des sentiments. Bon, elle s'est rattrapée, elle, avec le César féminin vendredi soir. Ça, c'était une très bonne nouvelle. Bon, moi, je vais parler d'Omar Sy, donc. Et c'est un fait un peu particulier, quand même. C'est que Dujardin gagne l'Oscar, presque la Coupe du Monde, on pourrait dire, et ne gagne pas à domicile les Césars. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour Intouchable, par respect aux 19 millions de téléspectateurs, de spectateurs qui sont allés le voir dans les salles de cinéma. C'est une récompense pour son travail. C'est le premier acteur noir qui est récompensé d'un César d'un meilleur acteur. C'est quand même important. Donc je tenais à saluer ce formidable acteur qui nous fait rire chaque soir au SAV avec son camarade Fred Testo. On passe aux phrases de la semaine tout de suite avec Samy. Alors, la phrase de la semaine, c'est « Le Front National est un parti qui est nationaliste et socialiste ». L'auteur de la phrase ne vous aura pas échappé, il s'agit bel et bien de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas hésité à créer une nouvelle polémique. La référence n'aura échappé à personne. En dénonçant dimanche un Front National nationaliste et socialiste sur Radio J, Claude Guéant souhaite clairement faire le lien entre le parti de Marine Le Pen et le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, soit le parti nazi de la Seconde Guerre mondiale. Le masque tombe, a-t-il lancé sur un ton particulièrement vif. Marine Le Pen a essayé de donner des nouvelles couleurs au Front National, mais de temps à autre, on sent que l'armure se fend et que le naturel revient. Phrase également prononcée par Claude Guéant. Le ministre de l'Intérieur a ainsi rappelé que Marine Le Pen s'était rendue dernièrement à un bal fréquenté par les néo-nazis à Vienne, puis de rappeler l'exaltation par la candidate frontiste et son père de l'écrivain Robert Brasillac, fusillé à la Libération pour collaboration avec les nazis. Remarquant que la candidate d'extrême droite manie des thèmes
à ses yeux socialiste sur les sujets sociaux, Claude Guéant en a conclu que ce parti n'a rien de républicain. Malgré cela, il estime que l'éventuelle exclusion de l'élection de Marine Le Pen, si elle n'obtenait pas les 500 parrainages d'élus nécessaires, constituerait une anomalie. La réaction du Front National ne s'est pas fait attendre. Louis Alliot, vice-président du FN, dans un communiqué a déclaré « Nous demandons à M. Guéant de démissionner de son poste car il ne peut pas être à la fois le ministre chargé des élections et celui qui insulte des millions de patriotes. » Autant dire qu'entre une gauche dénigrant le Front National comme Jean-Luc Mélenchon et une droite qui accuse ce parti d'être indirectement nazi, Marine Le Pen aura du mal à mener à bien cette fameuse dédiabolisation dont elle se veut l'actrice. En parlant de dédiabolisation du Front National, dans l'actualité cette semaine aussi, il y a eu un formidable livre qui est sorti d'une journaliste de 35 ans qui s'est infiltrée au Front National. Ça a fait polémique, le Front National va porter plainte pour diffamation, mais il y a des phrases dans ce livre, dont la phrase d'un secrétaire départemental sur Caroline Fourest, où ils veulent l'attacher dans les bois et d'autres joyeuseries comme ça. Donc c'est vrai que ça fait mal cette semaine à l'entreprise de dédiabolisation du Front National. On passe à Cassandra. Alors, une autre phrase de la semaine, elle est de Nicolas Sarkozy, qui a dit « Si c'était à refaire, je ne reviendrai pas aux Fouquet's ». Alors, il a dit ça au JT de France 2 mercredi dernier face à David Pujadas. Le président a reconnu une nouvelle fois une erreur dans son quinquennat en évoquant l'épisode très célèbre du Fouquet's qui lui valut le surnom de président bling bling. En effet, le soir de son élection, il avait fêté sa victoire dans ce restaurant chic des Champs-Élysées avant de partir quelques jours à bord du yacht de Vincent Bolloré. S'il n'est revenu que brièvement sur cette anecdote, Nicolas Sarkozy témoigne à nouveau de son désir de reconquête du peuple et de l'électorat français populaire et ne veut plus qu'on l'accuse d'être l'ami des riches et des grands patrons. Oui, en effet, c'est l'axe de campagne de Sarkozy. On en reparlera, on recevra bientôt, j'imagine, un représentant de l'UMP. D'ailleurs, à ce titre, on le verra dans la revue de presse tout à l'heure quand notre invité arrivera. C'est Marianne qui titre l'arnaqueur cette semaine en parlant de cette transformation, candidat du peuple, notamment en l'accusant par exemple à ce que tu as dit, en le ramenant au yacht de Bolloré ou aux vacances, on se rappelle avec George Bush, très cher aux États-Unis. Pour ma part, j'ai choisi justement en parlant des États-Unis, une phrase du favori, bientôt qu'il ne le sera plus s'il continue à faire ce genre de phrase. Mitt Romney, candidat à l'investiture républicaine aux États-Unis, il était dans le Michigan pour défendre l'industrie automobile américaine qui a beaucoup souffert de la crise et pour amorcer son amour des voitures. Il a eu cette phrase maladroite: « Je conduis une Mustang et un pick-up Chevrolet. Anne, sa femme, possède une paire de Cadillac en fait. Ah oui, et puis j'ai aussi un Dodge. » Ce nombre de voitures de luxe, estimé pour les plus chères à 50 000 euros, dans un pays touché par la crise, a été du plus mauvais effet. On a donc terminé pour ces chroniques. Ils ont fait l'actualité et ils ont dit cette semaine. On salue encore bien fort l'équipe de The Artist pour cette joie qu'ils nous ont procurée aux Oscars. On diffuse une musique. Aléla, Piané, Elijah, c'est maintenant. She grew with fig and broke bread with moon. Dark eyes of the evening brought her a son, a blessing and burden, for she was so young, so young, so young, so young. Much like the leaves have become frail, Madeline said, I'd like to follow, but I must stay well to care for Elijah. I must stay well to care for Elijah. Elijah, Elijah, Elijah. Elijah.
As she stroked it, Madeline grew concerned. She said, "These are olive branches, and the wood of the olive is sacred. The wood of the olive is too sacred to burn, to burn, to burn, to burn, to burn." Water is both the wayward gale, much like the leaves I've become frail. Madeline said, "I'd like to follow, but I must stay well to care for Elijah. I must stay well to care for Elijah. Elijah, 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 Elijah. On se retrouve dans Mediazap 102.2 FM sur Radio Campus Mediazap. Montpellier avec notre invité qui est arrivé, Valériane Fize, secrétaire fédérale des jeunes au MoDem. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer tout de suite par une revue de presse. Le jingle ne part pas, on commence tout de suite donc par la revue de presse. Mediazap, la revue de presse. Bon, c'est parti, petit souci technique, c'est pas grave. On commence donc par la revue de presse, vendredi 24 février, c'est Libération qui revient, le jour de la cérémonie des Césars, sur le succès du cinéma français. Le Monde, quant à lui, parle de l'immobilier. L'immobilier vit-il ces derniers mois de folie? Alors j'ai regardé attentivement pour préparer cette interview le programme de François Bayrou, et sur le logement, il y a rien en fait. J'ai même tapé sur Google François Bayrou logement et je suis tombé sur le programme de 2007. Pourquoi? Oui, alors effectivement, la question du logement n'est pas forcément récurrente dans tous les programmes actuellement. C'est pas pour ça qu'au niveau des jeunes, il n'y a pas des aides qui sont proposées. Mais oui, c'est vrai, on a peut-être un petit manque sur le logement. Effectivement, là, c'est peut-être une colle. Très bien. Les candidats pointent à l'usine. C'était le samedi 25 février dans Libération. Les candidats font tous le tour des usines. Vous avez vu ces images. À part Marine Le Pen qui est refusée dans les usines. Ensuite, Le Monde Week-end revient sur les sondages qui troublent la campagne, qui s'interrogent sur le score de Marine Le Pen. Est-ce que pour vous, les sondages, surtout qui ne sont pas très très élevés en ce moment pour François Bayrou et qui tendent vers un duel François Hollande-Nicolas Sarkozy, est-ce que ça vous gêne et est-ce que ça nuit au débat démocratique? Oui, parce qu'effectivement, on a l'impression que le premier tour est bouclé, qu'on est tout de suite sur une campagne de deuxième tour. Ça, c'est pas très pratique pour exister. Parce que c'est vrai que souvent, on nous oppose que c'est pas la peine, le premier tour est déjà fait. Non, je suis pas du tout d'accord. Il nous reste 2 mois pour convaincre, c'est long. 50% des électeurs se décident dans les 2 dernières semaines, donc c'est encore très long. Après, oui, les sondages... ce qui m'inquiète plus, je vous dirais, c'est le fort pourcentage de Marine Le Pen qui je trouve très préoccupant. Alors, je ne sais pas comment les sondeurs l'arrangent à la hausse, il me semble. Souvent, les gens n'osent pas dire qu'ils vont voter Front National. Mais voilà, moi, ce qui me préoccupe plutôt, c'est Marine Le Pen. Je sais qu'on va monter, ça. Je crois réellement à François Bayrou au second tour. Hein, ça, je ne m'en cache pas. Vous pensez donc que l'égalité stricte du temps de parole à partir du 16 mars, donc date du fin des dépôts de candidature, là, va redonner un rôle dans les médias, comme ils vont avoir un temps de parole égal et qui va pouvoir monter à ce moment-là? Oui, alors c'est pas parce qu'il n'y a pas de temps de parole égal actuellement que François Bayrou ne se fait pas entendre. Ce week-end, on l'a beaucoup entendu pour son proposition de référendum pour la moralisation de la vie politique. Il a été au Salon de l'agriculture
en tant que fils d'agriculteur et d'agriculteur lui-même, ancien agriculteur, c'est vrai qu'il est tout à fait crédible là-dessus. On l'entend régulièrement, mais c'est vrai que quand il y aura un strict temps de parole, comme vous dites, ce sera bien plus facile, puisque actuellement on entend surtout les petites phrases de Sarkozy qui dit à Hollande t'es un menteur, Hollande qui répond c'est pas moi c'est toi. Enfin bon, oui, à partir du 16 mars ça ira mieux. En même temps, Bayrou a eu une grande fenêtre médiatique. Il a fait le parole de candidat sur TF1 la semaine dernière. Au niveau des audiences, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas attiré le public. Il y avait Eva Joly aussi, d'ailleurs. C'est les deux. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est inquiétant quand même, qu'il n'y ait pas un dynamisme et une envie peut-être autour de... Non, parce que le problème de l'audience qui a été catastrophique, effectivement, je crois que c'était la plus mauvaise audience en prime time de TF1 depuis 91, c'est quand même énorme. Ah oui, quand même. Je crois que ça ne vient pas des candidats, mais ça vient vraiment du problème de crédibilité de TF1 quand il parle de politique. La veille, le week-end, je crois, Bayrou était passé sur M6, il avait fait un très bon score, il avait fait une émission sur France 2 il y a quelques semaines qui avait été aussi un carton d'audience, donc je crois que le problème vient beaucoup plus de l'émission en elle-même, qui, je ne sais pas si vous l'avez regardé, moi j'ai trouvé que c'était pas terrible, ça faisait vraiment juge avec ces candidats au milieu du peuple, entre guillemets, qui leur posaient des questions, qui, souvent d'ailleurs on ne comprenait pas bien quelle était la question posée, enfin c'était plus des expériences, des questions, vraiment, je crois que l'émission était vraiment pas bien formatée pour ça. On verra donc les scores de François Hollande qui étaient hier dans cette émission, on verra si les chiffres d'audience ont été meilleurs. TF1 a voulu rectifier le tir, bon, parce qu'ils ne peuvent pas se contenter d'audience comme celle-là. Le samedi 25 février, toujours à la une du Figaro, pourquoi Sarkozy y croit. Le lundi 27 février, Libération, banlieue, le grand oubli. En effet, il y a deux thèmes qui sont totalement oubliés dans cette campagne présidentielle. Un, c'est l'écologie, et c'est dénoncé sans arrêt par Corinne Lepage. Malheureusement, la candidate écologique peut-être n'est pas audible sur ce sujet. Et les banlieues, que Libération titre à la une. Et pareil, sur le programme du candidat Bayrou, sur les banlieues, j'ai pas vu grand-chose. Vous n'avez pas vu. Pourtant, il a fait une visite dans le banlieue la semaine dernière, il me semble. Effectivement, les banlieues sont oubliées. Je ne sais pas si c'est de peur de parler de l'insécurité, qu'on a peur que tout de suite banlieue, ce soit insécurité, et du coup de laisser faire une voie royale à Marine Le Pen, je ne sais pas. C'est vrai que les banlieues sont délaissées, comme l'écologie, effectivement, puisque même Eva Joly ne parle pas d'écologie, ce qui est assez embêtant pour la candidate écologique. Il y a beaucoup d'oubliés. Moi, je suis étonnée, effectivement. D'ailleurs, il y a peu de projets actuellement. C'est plus des campagnes de petites phrases que de projets auxquels nous assistons actuellement. C'est dommageable. On reviendra d'ailleurs longuement sur le projet de Bayrou, qui, même si le thème du logement n'est pas très abordé, sur l'éducation, c'est très complet, oui. Et on y reviendra. À la une du Monde, ce lundi 27 février, le Qatar rachète le monde. C'est évidemment, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain cet été. Et le Figaro revient sur ce que vous disiez un peu tout à l'heure, Sarkozy-Hollande, duel à couteau tiré. En effet, il y a un duel de petites phrases, on l'a vu hier, avec les paroles de la porte-parole justement de François Hollande, dont le nom je ne vais pas l'écorcher, vu qu'il est assez compliqué à donner. Mais il y a une tension en ce moment. À la une ce matin de la presse, les paysans, condamnés à voter à droite. C'est l'Humanité qui titre ça. Et on s'est intéressé par sondage au vote des agriculteurs. Vous avez rappelé la légitimité de François Bayrou, qui est fils d'éleveur, malheureusement décédé tragiquement son père. Oui. Mais François Bayrou, il est apprécié du monde rural, mais dans les intentions de vote, dans cette catégorie de population, il est à 20% alors que Sarkozy est à 40%. Comment vous l'expliquez ? C'est vrai que le monde paysan a toujours voté à droite. Après, je ne me l'explique pas. C'est une habitude. Et puis, je ne sais pas du tout ce que Sarkozy a fait pour les agriculteurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. Oui, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. L'extrême droite, qui est très peu représentée chez les agriculteurs, normalement. C'est pas un électorat qui est souvent de droite conservatrice, mais pas d'extrême droite. Cette fois, fait jeu égal avec François Bayrou. Ils sont au 17-18% et tout. C'est quelque chose qui vous inquiète aussi, que dans cette catégorie de population, elle perce aussi? Partout où elle perce, je trouve ça inquiétant de toute façon. Mais oui, c'est vrai que les agriculteurs,
peut-être qu'ils vivent le discours de Marine Le Pen à travers les médias, que ça les inquiète plus maintenant qu'avant, je ne sais pas. Pour avoir un ami agriculteur, c'est vrai que quand je parle avec lui, je suis toujours étonnée du décalage de la perception du monde. Bon, après, voilà. Notamment, même si lui ne votera ni Marine Le Pen ni Sarkozy, mais bon. Bon, peut-être aussi sur le rôle de l'Europe, il y a des visions totalement différentes avec les agriculteurs. À la une de Libération ce mardi, la transparence jusqu'où? C'est sur l'affaire DSK et la vie privée des hommes politiques. Le Monde revient évidemment sur le triomphe français à Hollywood, avec une image de Jean Dujardin qui brandit son Oscar. La Croix pose une question que je vais vous poser telle qu'elle est dans le titre. Faut-il en finir avec les 35 heures? François Bayrou s'est peu exprimé sur le temps de travail. Le nouveau centre avait dans son projet de passer aux 37 heures. Est-ce que François Bayrou veut mettre un terme aux 35 heures ou à la loi TEPA? Je ne sais pas trop. Non, mettre un terme aux 35 heures, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Si vous voulez, en plus, les 35 heures ont déjà été plusieurs fois modifiées. Donc, c'est un texte qui a été pas mal vidé de sa substance. Donc, à permettre des accords de branche collective, oui, supprimer délibérément les 35 heures. Pour revenir à quoi, comment, enfin, ça me paraît vraiment très compliqué. Pour le Figaro, encore une sur Sarkozy, ce que son entrée en campagne a changé. Oui, ils annoncent son retour un peu en grâce, où il remonte un petit peu dans les sondages. Alors c'est compliqué à évaluer parce qu'il y a eu 3 retraits à droite, il gagne un demi-point. Bon, on verra avec les marges d'erreur. On verra le 1er avril et si cette tendance se confirme. La presse hebdomadaire s'intéresse pour l'Humanité dimanche. Pas de nouveau traité sans l'avis des peuples. Est-ce que François Bayrou, il y a un projet peut-être de traité européen qui est en train de se faire, le ferait passer par voie référendaire et non parlementaire? Très bonne question. Par voie référendaire, je ne sais pas. Revoir un traité, ça me paraît évident. Effectivement, c'est très compliqué ce que nous vivons actuellement, ce que la Grèce vit actuellement. C'est cette idée de peut-être qui est en train d'émerger, de peut-être se débarrasser de la Grèce pour sauver l'euro. Enfin, c'est très loin de l'idéal européen que nous, centristes, mais que les pères fondateurs de l'Europe ont voulu. Donc, mais après, faire un référendum, pourquoi pas. Là où Bayrou avait été par contre très choqué, moi aussi bien entendu, c'était ce non au référendum qu'après l'UMP a fait passer par voie parlementaire, a fait passer le texte sur lequel le peuple avait dit non. Ça, c'était effectivement très très choquant. Après, c'est vrai qu'un traité européen, c'est toujours très compliqué. Enfin, je ne sais pas si je sais pas si vous aviez l'âge de voter à ce moment-là, mais j'ai essayé de lire ce texte et c'était du discours juridique. Très peu de personnes sont capables de lire entièrement ce texte, de le comprendre. Donc, ça me paraît vraiment très compliqué, mais c'est vrai que du coup, ça nous pose ce problème de manque de démocratie qu'il y a dans l'Union européenne, où effectivement on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas pourquoi. Je pense que ça a été très bien l'union économique que nous avons fait sur le charbon et l'acier, qui étaient les matériaux qui étaient utilisés pour la guerre. Donc on s'est dit super, on va faire ça, on va arrêter de se taper dessus. Mais on a oublié d'aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est social, et du coup on a laissé uniquement l'Europe à l'économie, et on arrive effectivement actuellement à une situation qui n'est plus tolérable. Comme François Hollande, si François Bayrou est élu président, il y aurait renégociation du traité en cours voulu par Sarkozy et Merkel, en ajoutant un volet sur la croissance. Donc vous parlez du MSE, qui est le mécanisme européen de stabilité. Dans ce mécanisme, il y a quelque chose de très choquant, qui est l'article 5, qui est en fait la règle d'or que Merkel et Sarkozy ont voulu imposer, qui n'a pas trop marché. Donc voilà, on la refourgue, on la cache dans le traité pour que ça passe bien. Ça, on ne peut pas empêcher un pays d'avoir des déficits de temps en temps, parce qu'on en a besoin. Ça fait partie d'une politique financière, d'une politique monétaire. On a besoin de ça. Donc cette partie-là, effectivement, il faut l'enlever, je pense. Et effectivement, parler de croissance en Europe, ça peut effectivement libérer les mécanismes de croissance, c'est nécessaire.
Pourtant, François Bayrou est un ardent défenseur de la règle d'or. Il a dit qu'il la voterait quel que soit le parti qui la mettrait en place en France. Oui. Alors, c'est un petit peu compliqué, parce qu'effectivement, il est normal de limiter les déficits. Bayrou, en 2007, a été le premier à dire attention au déficit, attention à la dette. Mais l'imposer à tous les pays européens, ça me paraît vraiment très compliqué quand on voit... on n'est pas sur au même niveau, suivant que vous prenez l'Espagne, vous prenez la Grèce, vous prenez l'Angleterre, on n'est pas du tout au même niveau. Donc ça me paraît vraiment... Alors qu'après qu'on veuille le faire en France, d'accord, mais l'imposer à l'Europe comme ça me paraît pas normal. À la une de Politis cette semaine, fini la guerre d'Algérie. C'est les 50 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Les accords d'Évian avaient été signés en mars 62, si ma mémoire est bonne. À la une de Marianne, l'arnaqueur candidat du peuple, dit-il, c'est à propos de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous reprendriez ce propos de Marianne, de dire que c'est une arnaque de se présenter comme candidat du peuple quand on est Nicolas Sarkozy ? Alors, quand on est Nicolas Sarkozy, qu'on refait en 2012 la même campagne qu'en 2007, ça me semble vraiment rigolo. Hein. Tout ce qu'il a promis, il ne l'a pas fait. Sa première réforme, c'était le bouclier fiscal, c'était pas dans son programme. C'était passé en catimini l'été, au moment où tous les parlementaires sont en vacances. C'est toujours là qu'on passe les augmentations de ministres aussi, hein, c'est la coutume. Il n'a pas fait grand-chose qu'il y avait dans son programme, alors c'est peut-être pour ça qu'effectivement, il peut le ressortir quasiment dans le même état, mais effectivement, Sarkozy, candidat du peuple, c'est pas crédible. Le Fouquet's, il a appelé ça le feuilleton, en bafouillant des excuses. Le Fouquet's, le yacht de Bolloré, c'était des exemples qui font pas très peuple quand même. Il est très copain avec beaucoup de patrons du CAC 40. Alors, je sais, ce week-end, il a dit qu'il a attaqué la compagne de François Hollande qui travaille sur Direct 8, qui appartient à Bolloré. C'est ridicule. Il compare une relation d'amitié avec une relation professionnelle. On n'a pas les mêmes liens dans ce cas-là. Enfin, non, candidat du peuple, c'est assez rigolo en fait. On pourrait en faire un sketch. Mais pourtant, le Fouquet, c'est une brasserie populaire. Tout à fait, très populaire. Le Nouvel Obs avait donc fait un reportage au Fouquet. L'entrée la moins chère est à 28 €. Nous n'avons peut-être pas les mêmes notions de populaire. Non, je ne crois pas, effectivement. À la une du Nouvel Observateur, révélation sur le gourou de Sarkozy, c'est sur Patrick Buisson, et sur la ligne très droitière sur les valeurs qu'a amorcé le candidat Sarkozy pour sa campagne. Est-ce que ça vous dérange qu'il ait fait une campagne très à droite ? En même temps, vous vous dites stratégiquement, cool, il nous libère au centre de la place. Qu'il fasse une campagne très à droite ou au centre, on ne va pas changer nos idées pour autant et nos valeurs. C'est pas possible. C'est ancré, c'est dans notre ADN. Donc ça ne peut pas changer. Après, sa campagne très à droite, moi, c'est plutôt, je me suis dit, il retourne draguer l'électorat FN. Je ne sais pas si on est gagnant dans cette stratégie. J'avoue que par exemple, expliquer, comme il le fait à longueur de temps, que son programme, il n'a pas pu le mettre en place à cause de la crise. On nous explique qu'il y a 1 million de chômeurs en plus en 5 ans à cause de la crise. Et en même temps, il veut faire un référendum pour, entre guillemets, punir les chômeurs. Il y a quelque chose de pas logique du tout là-dessus. C'est punir, effectivement, les gens, on nous dit, c'est pas leur faute, c'est à cause de la crise, mais on va quand même leur mettre une claque derrière la tête. C'est pas très joli, je trouve. Les valeurs que nous avait exposées M. Sarkozy sont pas les miennes, en tout cas. À la une de l'Express, Sarkozy peut-il battre Hollande ? C'est une question. On a vu un sondage aujourd'hui qui est sorti où Hollande 58% second tour, 42% pour Nicolas Sarkozy. En février, jamais on a renversé une tendance comme celle-là. On reviendra après, je me réserve la question, sur les alliances au second tour, sur François Bayrou, on verra ce qui va se passer. Je sais bien, je n'y couperai pas. À la une du Point, le dernier combat pour Nicolas Sarkozy. Bon, évidemment, il ne pourra pas se représenter, même s'il gagne. Tout le monde n'est pas Wade qui veut... C'est le président sénégalais qui se représente pour la 3e fois, dont on a parlé tout à l'heure avec Samy. Et de toute façon, Sarkozy avait imposé avait limité, limité le mandat à 2. Un mandat consécutif. Ce qui me semble effectivement une bonne chose.
une bonne chose. Je pense pas qu'on puisse gouverner pendant des années et des années. C'est très usant, le pouvoir. Enfin, venez militer dans un parti, même localement, vous verrez, c'est loin d'être facile. Donc, être 15 ans, 20 ans à la tête d'un État, je vois pas comment on peut être bon, comment on peut faire le job. À la une du journal du dimanche, le référendum du 22 avril, c'est la date du premier tour. Le Figaro Magazine s'intéresse, lui, à Jean Dujardin et bresse un portrait de l'artiste. À la une de Courrier International, une sur la Corée du Nord, sur le successeur de Kim Jong-il. Non. Alors là, je ne saurais pas le prononcer. Moi. Très bien. Cet homme mettra-t-il fin à la guerre froide? Et à la une de Challenge, on revient sur le Qatar avec les investissements secrets du Qatar et notamment le développement des relations politiques avec des milieux politiques français, des hommes d'affaires qataris. Il faudra de la transparence sur tout ça. On se retrouve après une chanson sur Radio Campus Montpellier. C'est Kid Loco, Close to Death. On se retrouve dans Mediazap pour le débat politique avec notre invitée Valérie Anne du MoDem, secrétaire fédérale des jeunes.
tout de suite avec le jingle, le débat politique. De l'action et de l'info, c'est le débat politique sur Radio Campus Montpellier. On se retrouve donc dans Mediazap sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Ma première question de cette interview politique sera simple. Pensez-vous que François Bayrou puisse être au second tour de la présidentielle, alors qu'il est actuellement dans les sondages à 13-14% et qui stagne après une belle entrée en campagne en décembre et janvier? J'ai envie de faire une réponse très simple. Oui, je crois qu'effectivement François Bayrou peut être au second tour. Effectivement, on a un petit moment de tassement, mais ça va repartir très vite. En plus, comme vous disiez tout à l'heure, à partir du 16 mai, il y aura l'égalité des temps d'antenne. Donc, 16 mars, pardon. Le 16 mai, ce sera loupé. Oui, le second tour sera passé de 10 jours, effectivement. Mais à partir du 16 mars, effectivement, il y aura un souffle d'air. Ce sera très bien pour notre candidat, pour mon candidat. Alors j'aimerais enchaîner justement sur l'électorat du MoDem, qui n'est soutenu, il n'est pas entièrement soutenu par le centre, ni par Hervé Morin qui a renouvelé l'union UDC-UMP, ni Jean-Louis Borloo avec son parti centriste. Alors à votre avis, déjà, pourquoi ce refus de soutenir le MoDem, et est-ce que quelque part ça ne va pas obliger François Bayrou à aller piocher ailleurs qu'au centre? Alors, pourquoi ce refus? Je crois vraiment que le refus d'Hervé Morin et du nouveau centre en général, puisqu'il y a eu le congrès ce samedi, pour savoir le nouveau centre allait soutenir. 16% la motion pour soutenir Bayrou, voilà. Le reste et pour Sarkozy. Ce qui est très marrant, par contre, c'est savoir qui a porté la motion pour soutenir Bayrou. C'était le président des jeunes centristes. Exact. Ce qui prouve qu'il y a un décalage entre ces jeunes qui vraiment étaient là pour défendre leurs convictions et les moins jeunes qui étaient là pour défendre leur place, leur possible ministère, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de ministres du nouveau centre, enfin beaucoup, qui n'ont pas eu forcément de très bons résultats. Hervé Morin est considéré comme le pire ministre de la Défense qu'on a eu sous la Ve République, ce qui est quand même pas... Sur un CV, ça n'est pas terrible. Mais effectivement, oui, je pense que c'est beaucoup plus une histoire de stratégie que de valeurs. Les jeunes ont défendu les valeurs, ils ont perdu, ils nous rejoignent. On a des jeunes de nombreux partis, l'Alliance centriste. Jean Arthuis est venu tout de suite soutenir Bayrou, donc les jeunes sont avec nous. Alliance solidaire... J'ai peur de dire solitaire, de Dominique de Villepin, les jeunes viennent aussi avec nous. Donc, les jeunes sont là. Après, au niveau des aînés, c'est vrai que ce sont plus des questions électoralistes qui leur les font défendre. Les postes de ministres. Voilà, ils ont en plus quand même pas mal de députés qu'ils ont sauvés en 2007 en créant le nouveau centre. Donc c'était déjà à ce moment-là fait pour ça. C'est logique quelque part. C'est dommage pour le centre. Voilà. Si François Bayrou accède au second tour, il a, sans manquer de respect pour les électeurs, gagné l'élection présidentielle. Il gagnerait largement face à Sarkozy au second tour avec l'appui de la gauche. Et il gagnerait avec une marge plus étroite d'après les sondages, mais il gagnerait sur François Hollande. Qu'est-ce que vous pensez qui manque à Nicolas Sarkozy, François Bayrou, excusez-moi, pour franchir ce palier des 15%, des 20%? Il a fait 18 en 2007. S'il veut accéder au second tour, actuellement, les candidats favoris, Hollande est au-dessus des 30%. Ça m'étonnerait que Bayrou puisse atteindre 30%. Ça m'étonnerait aussi qu'Hollande reste à 30%. Vous misez sur un effondrement plutôt de qui? De Sarkozy ou d'Hollande? Des deux. C'est vrai que Sarkozy remonte très légèrement actuellement, mais c'est l'effet entrée en campagne, donc c'est logique. Dès qu'on va se mettre à parler projet, on se rendra bien compte qu'il y a beaucoup de postures. On a beaucoup plus de postures que d'idées actuellement. Donc, tandis que Bayrou, il faut vraiment son projet, c'est les valeurs centristes, enfin, valeurs plus que centristes, d'union nationale, vu qu'il appelle à un gouvernement d'union nationale. Nous sommes vraiment dans des valeurs de rassemblement. Ça, dès qu'on entrera un petit peu plus dans le vif du sujet, donc on aura passé les petites phrases, ça découlera tout seul. Ça, je ne m'inquiète pas. Mais effectivement, on n'est pas très audible encore actuellement. En parlant d'union nationale, il y a François Hollande ou Pierre Moscovici, en tout cas un responsable du Parti socialiste, qui a dit le danger, c'est que si l'union nationale échoue,
Le seul opposant, c'est l'extrême droite, et c'est un grand danger pour la démocratie. Vous rejoignez cette analyse où il y aurait un danger ? Non, vous savez, le gouvernement d'union nationale, bon, ça s'est jamais fait en France. Ça se fait régulièrement en Allemagne, dans d'autres pays européens. Et quand une certaine alliance n'a pas de bons résultats, eh ben, elle est remplacée par une autre alliance. C'est pas pour ça qu'on a une... Enfin, non, en Allemagne, on n'a pas une extrême droite très forte. Malheureusement, le passé a vacciné. Oui, ils ont une trouille de ça. Donc bon. Mais on a des tas de pays européens où il y a... Voilà, je vous dis, quand il y en a une qui ne marche pas, on passe à une autre. Et non, il n'y a pas un danger d'extrême droite fort à ce moment-là. Est-ce que le modèle stratégique de campagne, c'est celui de 1974 où un président de centre-droit, un candidat de centre-droit, puis président, Valéry Giscard d'Estaing, a gagné? Il y a eu un ralliement, une trahison, diront certains, d'une partie de la droite, avec Jacques Chirac, l'appel des 43 députés. Est-ce que vous pensez qu'il y ait un homme à droite, au sein de l'UMP, qui puisse dire, voilà, l'UMP, c'est pas les valeurs que je défends, et qui puisse apporter ce plus à François Bayrou? Alors, il y a déjà des gens de l'UMP qui ont... Alors c'est passé un petit peu... ça n'a pas été trop mis en valeur, mais on a déjà des députés UMP qui d'ailleurs sont ceux qui avaient quitté l'UDF en 2002 pour la création de l'UMP, qui reviennent, qui ont créé un collectif. Voilà, donc ça se fait déjà. Après, si vous me demandez quelle personnalité emblématique pourrait le faire, actuellement, vu les sondages, personne ne va le faire. Mais après, nous avons des gens qui sont très compatibles avec le centre. Juppé est très compatible avec nous. Il gouverne avec des modems dans la mairie de Bordeaux. Donc, c'est tout à fait possible. On a aussi des gens très compatibles au PS. Donc, quand on regarde le PS, on se demande un peu comment ce même parti peut avoir Arnaud Montebourg et Manuel Valls. Donc, il y a beaucoup de gens compatibles avec nous, avec le modem. Ça, c'est pas un souci. En parlant... Bon, je laisse Samy poser sa question. Oui. Voilà, non, parce que justement, pour rebondir sur ce que vous dites, il faut poser aussi la question inverse. C'est-à-dire, tout à l'heure, on en parlait, éventuellement, le second tour, si François Bayrou n'est pas présent. Et on sait que le modem tient à son indépendance. D'ailleurs, en 2007, Bayrou avait... voté blanc. Oui, il avait voté blanc, mais il n'avait pas dit ce qu'il faisait, surtout. Il avait dit ce qu'il ne faisait pas, qui était... Oui, voilà, il a dit je ne voterai pas Sarkozy. Voilà. Donc, il avait précisé. Mais il avait quand même accepté un débat avec Ségolène Royal. Et puis, on peut aussi se demander si le PS et le MoDem n'ont pas des chances de se retrouver. C'est-à-dire, est-ce que l'électorat du MoDem peut se retrouver... confronté à voter pour le candidat socialiste. Je rappelle juste avant la réponse qu'en 2007, 40% avaient voté Sarkozy au second tour des électeurs Bayrou, 40% de Ségolène Royal, le reste était abstenu ou avait voté blanc. Est-ce que Bayrou, en gros, continuera à être indépendant ou est-ce qu'il fera une alliance? Alors, question très compliquée, effectivement. Premièrement, je le répète, je crois à François Bayrou au second tour. Ouais. Personnellement, si vous me posez la question, j'ai choqué mon ami hier en lui disant, quoi qu'il arrive, je vote Bayrou au second tour, même s'il n'y est pas. Ça veut dire voter blanc. Je lui dis, je m'en fiche. Personnellement, je n'engage que moi. Personnellement, je ne voterai ni Hollande ni Sarkozy. Ce n'est pas la même personne, mais je ne fais confiance à aucun des deux pour... Vous les mettez sur un même pied d'égalité? Je les mets sur le même pied d'incompétence. Ça me mérite clair. Après, on a eu un tractage samedi aux Arceaux. Je peux vous dire qu'effectivement, on en a parlé entre militants. Il y en a déjà qui se prononcent effectivement pour un second tour, qui sera plus pour Sarkozy, d'autres plus pour Hollande. Voilà. Mais François Bayrou, qui appelle effectivement un gouvernement d'union nationale, j'imagine... qui va être approché par les deux candidats entre les deux tours. Et j'imagine, dans l'hypothèse où il n'y est pas, j'imagine effectivement qu'il va parler avec le candidat avec lequel il se sentira le plus proche, avec lequel il pourra le mieux faire vivre ses idées pour effectivement appartenir lui-même à un gouvernement d'union nationale sans être le président, mais en étant ministre. Oui, c'est tout à fait crédible, oui. Il a dit d'ailleurs qu'il appellerait. Il a dit que cette fois-ci, il ferait un choix, effectivement. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de cette... L'alternance n'est-elle pas un argument de ce point de vue-là? Je préfère l'argument de l'alternative qui est le modem plutôt que l'alternance PS-UMP. Tout à fait, tout à fait.
Mais il y a un souci. Enfin, c'est très idéalisé, en fait, presque chevaleresque. Je choisirai sur des idées lequel est le plus proche. Mais on peut se dire, en étant mauvaise langue, et en politique, il y en a, Tout il à s'offrira au plus offrant, à celui qui aura le plus de chances de gagner pour récompenser ses troupes, avoir des secrétaires d'État, des ministères, lui-même peut-être Matignon. Et on se dit, bon, est-ce que c'est peut-être pas un peu idéalisé? Est-ce que voilà, il n'y a pas un calcul politique derrière? D'ailleurs, Hollande l'a bien senti, il met tout sur le premier tour pour être le plus haut possible au premier tour, pour justement avoir ce rassemblement facilité avec le centre. Justement, j'ai dit, il y aura discussion pour voir qui est le plus proche et avec lequel il est plus capable de mettre en place son programme. C'est effectivement ça. Il y en a qui vont laisser plus de place au modem, qui vont laisser plus de place aux personnalités modem, au programme modem. Et effectivement, à un moment, en politique, il y a beaucoup de calculs. Faut pas se leurrer. On peut être sur les marchés tous les week-ends, être tous les soirs en sortant du boulot, faire son job de militant. C'est très très politique. Donc effectivement, qu'à ce niveau-là, ce sont des calculs politiciens que je ne suis même pas capable de comprendre, ça. Donc oui, bien sûr qu'il y a des calculs. Très bien, on en a fini avec cette première partie d'interview. On diffuse une chanson dont je n'ai malheureusement plus le titre et on se retrouve pour la seconde partie de l'interview consacrée au programme.
On se retrouve sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM dans Mediazap avec toujours notre invitée Valérie-Anne Fize, secrétaire départementale des jeunes du MoDem. C'est pour ça. la seconde partie de l'interview politique consacrée au programme. François Bayrou, c'est le candidat, et il était d'ailleurs en 2007, sur ça il y a une continuité, une cohérence, du désendettement. Il veut réduire de 50 milliards la dépense publique et de 50 milliards augmenter les recettes. Mais comment va-t-il faire? Dans quel secteur va-t-il amener ces économies et ces recettes supplémentaires? Alors, justement, il ne s'agit pas de cibler un secteur où on va faire des coupes. Le principe est de ne pas augmenter les dépenses publiques pendant 2 ans. Voilà, donc ça fait effectivement 50 milliards d'économies en 2 ans, juste en bloquant les dépenses publiques. Parce qu'on ne suit pas l'inflation, c'est ça? Voilà. Par contre, bien entendu, c'est un moyen constant dans l'enseignement, un moyen constant dans la santé. On ne fait pas de coupe. Ah, il avait parlé pourtant d'une réduction de 20 milliards des dépenses de santé sur 3 ans. J'avais entendu ça. Non? Bon, apparemment, ça a changé. Non, alors là, faut que je révise. Alors non, pour la santé, non, j'ai pas entendu 20 milliards. Mais bon, au niveau du programme du candidat, on a quand même une hausse de la TVA. J'ai lu Oui. une hausse de la TVA. Tout à fait. Bon, vous venez d'expliquer en ce qui concerne la diminution, que ce n'était pas réellement une diminution des dépenses publiques. Il y a une hausse de la TVA et des impôts, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas un vague reflet d'austérité, ou est-ce qu'il n'y aurait pas du tout de plan d'austérité sous Bayrou? Certains ont dit que Bayrou était le candidat le plus rigoureux, effectivement. Actuellement, je crois qu'il faut vraiment se poser la question de est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce qu'on peut continuer avec le premier poste budgétaire qui est le remboursement des intérêts de la dette? On ne rembourse pas la dette, on rembourse les intérêts de la dette. Ça nous coûte plus cher que payer tous nos profs. Enfin, c'est monstrueux. Donc, ce que propose Bayrou, effectivement, c'est de geler donc, pendant 2 ans les dépenses publiques qui fait 50 milliards d'économies, plus, effectivement, il a parlé d'une hausse de la TVA de 2 points. Et quand il parle de hausse des impôts, c'est pour les tranches les plus élevées. C'est créer une nouvelle tranche à 50% et augmenter la tranche qui existe actuellement C'est d'ailleurs jusqu'à plus 41%. important que ce que veut le PS. Non, enfin, quand M. Hollande, ce week-end, annonce un taux d'imposition de 75% à partir d'1 million de revenus. Non, ce qui n'était pas dans le projet PS, c'est pour ça. Voilà, non, mais peut-être, mais il a sorti ça ce week-end, c'est pourquoi pas, c'est rigolo. Mais effectivement, oui, il s'agit de redevenir un pays libre, effectivement, en allégeant notre dette. C'est surtout ça qui compte. Faut pas seulement, c'est pas faire de la rigueur pour faire de la rigueur. C'est vrai que malheureusement, quand on regarde la Grèce actuellement, on ne sait plus pourquoi on leur retire ci et ça. Malheureusement, on est en train de faire une génération sacrifiée en Grèce. Ce que propose justement François Bayrou, c'est de faire les efforts nécessaires pendant 2 ans avant d'en arriver à une situation pareille, voilà, de retrouver de l'air, retrouver de l'équilibre. Et ça, je crois que c'est pas cher payé. On a eu, il y a quelques jours, un rapport de l'INSEE sur le coût du travail qui disait que le coût du travail en France et en Allemagne est quasiment le même. Le seul truc, l'Allemagne est légèrement au-dessus de nous. La seule chose, c'est que le coût du travail en Allemagne a augmenté beaucoup moins vite. Pourquoi ce coût du travail a augmenté beaucoup moins vite? C'est que l'Allemagne, depuis des années, se serre la ceinture, a effectivement gelé les salaires. Ça fait, je crois, une décennie que l'Allemagne a gelé les salaires. Donc, les Allemands ont fait les efforts nécessaires pour avoir la compétitivité qu'ils ont actuellement. Donc, est-ce que c'est un modèle, l'Allemagne? Est-ce que c'est un modèle? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas applicables de l'Allemagne à la France, mais on voit ce qu'ils ont fait depuis 2003. C'est faisable, c'est tout à fait faisable pour nous, pas exactement les mêmes choses. Je veux dire, il est tout à fait faisable de faire des efforts nécessaires qui nous permettront de nous réélever dans l'économie, d'avoir, on est à 75 milliards de déficit dans le commerce extérieur. Record. Voilà, c'est un record depuis 2003. 2002, on était bon. 2003, on a fait 0,3. Et puis 2004, on a fait un pop. Et puis voilà, en quelques années, on est à 75 milliards, alors que l'Allemagne a un excédent très important. Donc tout ça, c'est faisable.
c'est faisable. Effectivement, voilà, moi je pense pas que 2 ans de rigueur, entre guillemets, que ce soit trop difficile. Vous ne pensez pas qu'il va y avoir une déflation du coup avec une récession à cause d'une rigueur trop forte, le scénario malheureusement qui s'applique à la Grèce? Vous pensez que c'est juste une grande austérité, donc que ça impactera pas négativement sur la croissance? Non, je pense pas. Puis, en même temps, à côté de cette réduction des dépenses, s'applique tout le programme de produire en France, dont a parlé longuement Bayrou, qui effectivement sera très bon pour notre croissance. C'est plusieurs choses qui font la croissance. Ce n'est pas que des dépenses publiques qui, heureusement, font notre croissance. Dans les propositions sur le produit en France, il fait des propositions que Mélenchon reprendrait. Il veut faire participer les ouvriers au conseil d'administration avec droit de vote, et il veut un contrat de travail unique. Pour le contrat de travail unique, ne pensez-vous pas que ça peut avoir un impact négatif sur l'emploi? Qu'il n'y ait que des CDI? C'est dans le projet de... Oui, je sais que c'est dans le projet. Avoir un impact négatif, dans quel sens? C'est que des CDD intérimaires, on peut les embaucher plus facilement. Bon, on peut les virer plus facilement aussi. Tout à fait. Donc oui, vous parlez de facilité à la rupture de contrat. Non, franchement, je ne pense pas que ça impactera l'emploi. Au contraire, c'est vrai que même si je trouve ça effectivement assez compliqué, j'imagine que si du jour au lendemain on est tous en CDI, j'imagine qu'au niveau de l'emprunt des banques, ça doit être super sympa, on va nous regarder bizarrement. Déjà que les banques le regardent de plus en plus bizarrement. Mais non, c'est pas au niveau de l'emploi que ça impactera. Il veut mettre en place un système avec les syndicats de négociation continue. Ça, c'est du modèle allemand. C'est oui. Un modèle, d'ailleurs, pour pas dire allemand, parce que on va m'accuser de sarkozysme, mais c'est le système social-démocrate aussi de dialogue social. C'est un crime. C'est une volonté. Mais c'est pas dans la tradition française. Vous pensez que ça, on peut le faire évoluer? Ah mais bien sûr. Mais je ne crois pas que les syndicats soient des blocs immobiles qui refusent tout ce qu'on leur propose, surtout quand on leur propose quelque chose qui va dans leur sens, qui va pour leur donner plus de pouvoir. Enfin, non, je pense vraiment qu'on peut aller dans ce sens-là. François Bayrou a fait l'actualité ce week-end avec 12 propositions, parmi lesquelles l'interdiction du cumul de mandats pour les députés, la suppression des micro-partis, l'obligation de la parité homme-femme. Ce référendum, sur le principe, je pense, quasiment tout le monde est d'accord sur les lois qui sont mises en place. Mais la date du vote, le 10 juin, c'est pas gênant que le référendum se fasse en même temps que le premier tour des législatives? C'est une critique qu'a fait Pierre Moscovici, qui a dit voter pour 2 choses en même temps, c'est pas... Ça se fait dans de nombreux pays. Enfin, les États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils votent pour toute une liste de questions. C'est assez bizarre. Enfin, assez bizarre. Je sais pas comment... Dans l'isoloir, je sais pas trop comment ça peut donner. Mais non, il y a des tas de pays où ça se fait. Vous savez, les cantonales sont toujours couplées à une autre élection, que ce soit les législatives, les municipales, c'est toujours couplé à autre chose. Donc, qu'on ne dise pas que ce soit une nouveauté extraordinaire. Dans le projet de François Bayrou, l'homoparentalité est un droit logique et de bon sens. En revanche, quelle est la position sur le mariage homosexuel du modèle? Alors, la position est de donner les mêmes droits à un contrat civil, qui sera les mêmes droits que le mariage, mais de réserver l'institution du mariage aux couples hétérosexuels. Mais voilà, après, c'est donc une autre chose que le mariage, mais qui aura exactement les mêmes droits pour tous les couples homosexuels, et qui du coup ouvre complètement les droits à l'adoption homosexuelle, puisque comme dit Bayrou, ça existe déjà, vu que l'adoption est réservée aux couples, non justement aux célibataires, donc ça existe déjà. C'est juste donner des droits à une situation qui existe déjà. Dernière question, je pense, puisque le temps va nous manquer malheureusement. J'aurais aimé débattre plus longtemps, peut-être vous aussi. Mais sur le projet éducatif, il y a une réforme qui m'étonne un peu. C'est la réforme de la classe de terminale, de vouloir en faire une classe de préparation à l'université. Alors concrètement, c'est-à-dire qu'on va réduire le nombre de cours, favoriser la recherche? C'est rendre les étudiants autonomes. Si vous voulez, de plus en plus, on vous explique que la première année de fac sert à apprendre l'orthographe,
sert à prendre des notes, chose que les étudiants ne savent plus faire, alors que c'est effectivement au lycée de leur apprendre. Mais si vous voulez, on vous dit aussi qu'en seconde, on est obligé de refaire les cours du collège qui ne sont pas assimilés. C'est tout ça, c'est effectivement avoir des étudiants autonomes en cours, ce qui est quand même, il me semble, la moindre des choses. Il ne faut pas oublier qu'en plus, dans de nombreux pays du monde, les révolutions sont venues des étudiants. Et actuellement, en France, on a malheureusement un système éducatif qui est basé sur la répétition, pas sur la réflexion. Je crois qu'on est un des derniers pays de l'Union européenne dans ce classement. Enfin, je trouve ça catastrophique. Nous ne formons plus effectivement des citoyens capables d'avoir un sens critique, capables d'avoir une réflexion. Voilà. Donc, effectivement, oui, la réforme de la terminale, je trouve ça très bien. Merci beaucoup Valériane. Merci à vous. Fils, pour votre invitation. Merci à Cassandra et Samy pour leur chronique en début d'émission. Je remercie également Antoine à la technique, chaleureusement. La prochaine émission à Mediazap, sur Radio Campus Montpellier, c'est le Nez de Cléopâtre à 12h30. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine.